Bonjour, bienvenue sur la pratique du droit de la construction. Donc aujourd'hui, nous allons évoquer une responsabilité des plus importantes, mais aussi des plus compliquées à comprendre et à mettre surtout en œuvre. Elle a aussi un caractère plastique extrêmement poussé, puisque que ce soit par voie prétorienne, légale, administrative ou bien judiciaire. Elle a été encadrée par la loi Spinetta de 1978. Il s'agit bien de la responsabilité décennale des constructeurs. On va en évoquer le sujet dans cet enregistrement le plus posément possible. Je serai ouvert à toutes vos questions ou hypothétiques hypothèses supplémentaires sur ce sujet par voie de courriel ou par YouTube, tout simplement. Donc, on commencera tout simplement par cerner le sujet par tout simplement l'article, enfin l'encadrement juridique national. On va pas trop parler de droit communautaire pour le moment, puisque ça complique beaucoup les choses. Donc, on va commencer par l'article 1792, alinéa 1er, qui stipule que tout constructeur d'un ouvrage, lui, est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage ou bien l'acquéreur des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectent dans ses éléments constitutifs ou des éléments d'équipement le rendant impropre à sa destination. Donc la notion d'impropre à sa destination très importante, donc on la verra plus tard dans cet enregistrement, car elle est, je dirais, elle est sollicitée très souvent de la part du maître de l'ouvrage, bien, ou de la part tout simplement du bénéficiaire de la responsabilité décennale et non le débiteur. Bien, l'article 1792.2 stipule que la présomption, elle, de responsabilité qui serait établie par l'article 1792, elle s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement, d'accord, de quoi? D'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos couvert. Donc, attention, il y a deux notions. Il y a la notion du fait que nous avons un ouvrage qui fait indissociablement corps. Donc, il faut savoir reconnaître un ouvrage, voilà, ou un élément qui fait indissociablement corps avec l'ouvrage. Voilà. Donc, l'ouvrage de quel type? De viabilité, de fondation, d'ossature, de clos couvert. Là, on revoit la notion, la loi 78 de M. Spinetta, mais cette notion de viabilité, de fondation, d'ossature ou de clos couvert a un caractère plastique. On verra ces critères d'acceptation plus tard. Donc, l'élément d'équipement, lui, est considéré comme formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos couvert, lorsque sa dépose ou son démontage ou bien son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Donc, clairement, en illustration, j'ai une chaudière au sein d'une pièce, je suis obligé de casser mon mur pour faire sortir ma chaudière parce qu'elle est défaillante. Eh bien, à ce moment-là, ma chaudière est considérée comme faisant indissociablement corps avec l'ouvrage. Donc, maintenant, nous allons évoquer l'article 1792.1 du Code civil, qui répute tout simplement que le constructeur d'un ouvrage est l'architecte, l'entrepreneur, le technicien ou bien toute autre personne qui serait liée avec le maître de l'ouvrage par un type de contrat qui serait nommé louage-ouvrage. Premier sujet. Second sujet, toute personne qui vend après un achèvement d'un ouvrage qu'elle a construit ou qu'elle a fait construire. Troisième sujet, toute personne, bien qu'agissant en qualité de mandataire, c'est-à-dire du propriétaire, c'est-à-dire qu'il serait subrogé en droit d'action par le propriétaire
qui serait lui encadré, tout cela, un système qui serait encadré, le mandat est encadré par le 1984 du Code civil, donc répondant parfaitement à cette procédure-là, donc le propriétaire de l'ouvrage, donc ce mandataire accomplirait une mission qui serait bien sûr assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage, il serait considéré comme constructeur donc de l'ouvrage au sens de la loi. Maintenant, nous allons évoquer l'article 1646 alinéa 1er. Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu à compter de réception des travaux, voilà, des obligations dont l'architecte, l'entrepreneur et les autres personnes, je viens de vous préciter, donc liées au maître de l'ouvrage par un contrat nommé de louage-ouvrage, qui sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792.1, 1792.2 et 1792.3 du Code civil. Bien sûr, les garanties de responsabilité décennale bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble dans un cadre d'une durée de bien sûr 10 ans, puisqu'il s'agit d'une décennale. Donc, il ne peut pas avoir lieu de résolution de vente ou de la diminution du prix si bien sûr le vendeur s'obligerait à réparer les dommages qui seraient définis aux articles 1792, 1792.1, 1792.2, donc le 1792, il s'agit bien sûr de la décennale, qui elle est d'ordre public. Donc la responsabilité décennale, c'est important, je vous le dis maintenant, est d'ordre public. Et je dirais assumer la garantie de l'article 1792.3. Donc la garantie de 1792.3, il s'agit des obligations fiscales, sociales et assurantielles. Maintenant, nous allons évoquer le code de la construction et de l'habitation en son article L111-24 alinéa 1er. Donc le contrôleur technique, qui est un élément qui est essentiel à l'acte de construire, lui est soumis dans la limite de sa mission, donc il a plusieurs types de missions, P, L, etc., qui lui ont été confiées par qui? Par le maître de l'ouvrage. Il est donc soumis à la présomption d'une responsabilité, donc une responsabilité contractuelle. Celle-ci est édictée par les articles 1792, 1792.1 et 1792.2 du Code civil. Donc, le 1792, l'article 1792, 1792.1 et 1792.2, eux sont reproduits dans un autre du Code civil, sont reproduits dans un autre code, donc celui du construction de l'habitation, aux articles L111-13, L111-15. Ça, il faut le savoir, qui se prescrit dans des conditions prévues à l'article 1792.4 et 1 du Code civil, qui lui est reproduit à l'article L111-18 du Code de l'habitation, de la construction de l'habitation. Donc, je vous ai précité ces articles tout simplement pour faire la part des choses, et vous verrez que par la suite, ça va débloquer une certaine compréhension de cette vidéo. Donc la présente vidéo, elle a une finalité quelque part spécifique, et celle de décrire les conditions de mise en œuvre de la responsabilité décennale. Les conditions qui se borneraient en quelque sorte dans le champ de l'application de cette responsabilité de plein droit, comme l'énonce l'article 1792 du Code civil. Donc, on exclura dans cette vidéo, parce que je l'ai traité tout simplement dans d'autres enregistrements, la question qui tiendrait à la nature de la responsabilité décennale, aux causes de leur exonération et au délai de mise en œuvre de cette responsabilité. Donc il convient encore au préalable de rappeler que la responsabilité décennale ne peut jouer que, bien sûr, dans l'hypothèse où l'ouvrage a été réceptionné, donc on a un procès-verbal de réception et une admission donc signée, ou voire une admission s'il s'agit s'il s'agit de compléments dessus. Bon, en tous les cas, il faut qu'il y ait un procès-verbal de réception qui est signé, bien sûr, par le maître de l'ouvrage. Voilà.
que les désordres secondos soient relevés, bien sûr, postérieurement à la réception. Voilà, à pas confondre avec des désordres qui seraient réservés et qui auraient pris ampleur et conséquence. Donc c'est un autre sujet. Donc les désordres réservés, bien sûr, eux relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur dans leur obligation de résultat, que apparent réservé, bien sûr, et qui est pris ampleur et conséquence postérieurement à la réception. Voilà. Donc, maintenant que je vous ai expliqué, enfin lu ces articles, vous pourriez comprendre le fait que de la lecture qui combinait des dispositions à l'alinéa 1er du 1792 du Code civil et de l'article 1792.2 du même code, il en découle que la responsabilité décennale ne peut être mise en œuvre que dans certaines conditions. Et ces conditions sont du fait que l'objet du contrat d'entreprise consiste bien dans une réalisation d'un ouvrage. Voilà. Alors après, il faudra définir ce qu'est l'ouvrage. On verra ça plus tard. Que si les désordres portent atteinte soit à la solidité de l'ouvrage, ou que le dit ouvrage, la solidité de l'ouvrage ou du dit ouvrage, c'est important, le dit ouvrage, et aussi à sa destination. Donc, si les désordres portent atteinte soit à la solidité de l'ouvrage, ou bien à sa destination, ou du dit ouvrage. Que si les désordres affectent la solidité d'un élément d'équipement qui ferait indissociablement corps au sens de la loi avec l'ouvrage. Ça, il faut voir la notion d'indissociablement corps. Donc, je vous les ai précités tout à l'heure dans l'article de manière grossière ou caricaturale. Voilà, mais il y a certains critères sur le fait que l'élément d'équipement fait indissociablement corps ou pas. Donc on verra ça par la suite. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en revanche, la responsabilité décennale ne présuppose pas que soit établie ni même connue la cause du désordre. Donc la recherche de l'effet causal n'est pas nécessaire dans l'application, de la mise en œuvre de la responsabilité décennale. C'est très important. Donc, l'ensemble de ces conditions doit être établi, bien sûr, par celui qui invoque la responsabilité décennale, et non pas celui qui est poursuivi pour celle-ci. C'est très important aussi, enfin, c'est logique, mais parfois certains l'oublient. Donc, quand je dis pas celui qui est poursuivi, c'est aussi, faut pas attendre de l'assurance de celui qui est poursuivi de bouger, ce qui est normal. Voilà. Donc, la responsabilité décennale peut être invoquée uniquement qu'à l'encontre, bien sûr, des constructeurs. Donc, je viens vous préciter ce qu'était un constructeur dans l'article 1646 alinéa 1er du Code civil. C'est pour ça que je me suis pris la peine de vous le citer. Donc, c'est une catégorie, je dirais, hétéroclite, mais qui induit qu'une personne ne peut être poursuivie que sur le fondement que si elle est visée dans une des catégories de personnes reconnues, je dirais, débitrices par cette garantie ou de cette garantie, par le législateur, donc au sens de la loi. Donc la question des bénéficiaires de cette garantie décennale se pose enfin et se complexifie, je dirais, au degré ou au gré des indices de la transmission de propriété d'ouvrage. Donc là, il s'agit de notre droit, donc des actions qui sont attachées ou encore des problématiques complexes qui seraient afférentes à la scission du droit bien sûr de la propriété. Donc il s'agit du crédit-bail, de la propriété et de la cession, notamment, et puis divers autres sujets. Donc ces deux dernières questions
font l'objet d'une troisième partie que l'on traitera, je pense dans cette vidéo si j'ai le temps. Donc en tout état de cause, les dommages qui relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle droit commun en application, voulant que le spécial prime sur le général. Donc, je vais réitérer mes dires. Les dommages qui relèvent de la responsabilité décennale, donc qui sont couverts, où on peut mettre en œuvre la responsabilité décennale du constructeur, ne peut donner lieu à une action qui serait basée sur la réparation, motivée ou fondée sur une responsabilité contractuelle droit commun. Donc, vous savez qu'il y a la responsabilité contractuelle droit commun qui est à l'acte de construire, voilà, pendant l'exécution du marché. On a l'obligation en réparation nature de l'ouvrage, il s'agit de la garantie parfaite achèvement, la GPA. Et puis, bon, il y a la biennale, on verra ça dans une autre vidéo. Et celle-ci, donc la garantie décennale ou la responsabilité, puisqu'il s'agit d'une responsabilité décennale, on appelle bien souvent la garantie, mais c'est pas une garantie, c'est une responsabilité, tout simplement. Voilà. Donc la garantie décennale ne couvre pas ce que couvre la responsabilité contractuelle de droit commun. Donc c'est en application voulant que ce qui est spécial, donc là il s'agit d'une spécialité, prime sur le général. Voilà, donc c'est une responsabilité assez spécifique. Donc le caractère, je vous disais au départ, d'ordre public et des règles qui sont relatives à la garantie décennale, la responsabilité décennale. Donc, pourquoi j'évoque le caractère d'ordre public? Parce que le caractère d'ordre public est très très important. Le caractère d'ordre public, par exemple, même en question d'arbitrage, vous savez, sur certains contrats, conditions particulières, voire générales, sur certains grands constructeurs, on sollicite dans certaines clauses l'arbitrage. L'arbitrage, c'est pas à prendre à la rigolade. L'arbitrage, c'est une sorte de tribunal, tout simplement, et où on choisit trois arbitres, enfin deux arbitres, dont les parties demandeurs, défendeurs choisissent chacun leur arbitre, nommant un autre arbitre qui serait effectivement le juge. Donc cet arbitre, c'est un tribunal qui aurait le juridictium mais qui n'aurait pas l'imperium. Il a une force juridictionnelle. C'est bien c'est pas prendre à la légère du tout. C'est bien une institution juridictionnelle. Voilà. Il peut mener une sentence. Il peut appliquer. Il peut pas la faire appliquer d'ordre direct puisqu'il n'a pas l'imperium. Mais par contre, il la fera appliquer par le tribunal de grande instance. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que concernant l'arbitrage, contrat que si vous signez avec des contrats avec de gros constructeurs, donc vous en ferez, vous serez peut-être sollicité par cette forme de tribunal. Donc ce tribunal d'arbitrage bien souvent donne fin, comme sentence, une transaction qui serait que votre entité juridique serait débitrice, enfin serait à ses torts, tout simplement, en votre défaveur, pour être plus exact, en un. Si vous ne faites pas le sujet, il vous sera imposé de le faire par le tribunal de grande instance, qui lui ne reviendra pas sur le sujet ou le jugement de l'arbitrage. Il peut pas. Par contre, il va regarder si la procédure s'est faite de manière correcte, en premier sujet, premier abord, primo. Secondo, si il n'y a pas d'antagonisme à l'ordre public. Et s'il y en a un, donc à ce moment, le jugement est caduc. Donc, pourquoi j'ai pris la peine pendant ces 3 minutes de prendre l'exemple de l'arbitrage? En un, parce que l'arbitrage, vous l'avez dans vos conditions
particulière ou en général lorsque vous signez des conventions de sous-traitance avec des gros constructeurs, primo. Et secondo, ce qui peut vous sauver de cela est le caractère d'ordre public. Voilà. Donc, le caractère d'ordre public des règles qui seraient relatives, bien sûr, à la garantie décennale. Avant d'aborder les questions qui convient de rappeler, qui résultent de l'article 1792 alinéa 5 du Code civil, qui stipule que la garantie décennale, bien sûr, est d'ordre public. Bon. Toute clause d'un contrat qui a pour objet d'exclure ou de minorer ou de limiter cette responsabilité étant, elle, réputée, bien sûr, non écrite. Ça veut dire que si dans une clause, on vous stipule le fait que on minore la décennale, on n'a pas besoin de décennale, etc., de garantie décennale, etc., eh bien c'est réputé non écrit, et donc sans effet, la clause du contrat de vente de résident de l'acquéreur agit sur le fondement à l'encontre du vendeur. Voilà. Donc il semble en revanche que conformément au principe de droit commun, que la renonciation à agir postérieurement à la survenance du dommage soit valable à la condition cependant que soit nettement caractérisée une véritable renonciation. Bien sûr, bien évidemment, une clause tendant à étendre une garantie de parfaitement de 1 an à 2 ans est valable. Donc ça c'est à vérifier. En clair, dans une clause d'un contrat, une convention de vente, on ne peut pas interdire à l'acquéreur qu'il n'y ait pas d'ordre décennal, enfin, de garantie décennale. On ne peut pas l'interdire. Par contre, on peut, conformément au principe de droit commun, signer un accord avec lui sur le fait que, sur la survenance du dommage, sur le fait que ce soit qu'il n'utilise pas ou qu'il n'invoquera pas la garantie décennale du constructeur. Ça, on peut avoir un arrangement en annexe, conformément au principe de droit commun. Voilà. Donc, la condition préalable à la mise en œuvre de la responsabilité d'un ouvrage, donc là il s'agit de la notion qui serait bien sûr extensive d'ouvrage. La notion d'ouvrage des critères, je dirais, jurisprudentiels. Donc on va évoquer certains critères par la suite. Donc la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par la notion d'ouvrage, donc ce que je vous expliquais il y a quelques minutes, qu'il est acquis que l'article 1792 du Code civil n'a vocation que de jouer pour les ouvrages, je dirais, immobiliers, dans la distinction de la destination professionnelle ou d'habitation. Bien. Bon, Monsieur Spinetta, dont le rapport a servi de base à la loi du 4 janvier 1978, estimait que la garantie décennale ne devait concerner que la fonction de construction, donc qui définissait comme englobant la structure, le clos et le couvert, donc ou devait être limité aux seuls ouvrages répondant à la fonction de construction, fonction englobant les sous-ensembles, donc tout ce qui est infrastructure, structure et clos et couvert, sans considération de taille ou de la mobilité des ouvrages. Donc les souhaits de M. Spinetta ont été certes suivis dans les grandes lignes, mais pas totalement, par la jurisprudence qui prend, je dirais, bien des critères traditionnels d'ensemble qui seraient composés d'une structure, d'un clos et couvert. Donc, elle reprend certainement le sujet dans pas sa totalité, mais le législateur va au-delà de cette notion de structure, de clos couvert. L'article 1792.2 du Code civil vise encore les ouvrages de viabilité, les ouvrages de fondation ou encore les ouvrages d'ossature. Bien. Donc, et bien évidemment, la notion d'ouvrage s'applique à la construction d'un bâtiment, ce qui révèle de l'essence de la qualification.
La très grande majorité des constructions neuves a donc vocation à être qualifiée d'ouvrage, ça va de soi, mais la barre prétorienne légale, aussi bien administrative que judiciaire, est libre d'interpréter cette notion d'ouvrage et non définie par le législateur, qui a néanmoins été bien au-delà de cette acceptation stricte et a tenu à une interprétation assez extensive en ayant recours à de nombreux critères qui sont combinés ou qui sont en conjonction le plus souvent. Voilà, ce qui rend très compliqué la notion de la notion d'ouvrage. D'où la difficulté de la mise en œuvre de la responsabilité décennale. Donc on va prendre un exemple tout simplement d'une centrale de climatisation qui au prime abord, elle, constituerait, je dirais, un équipement d'ouvrage. C'est un équipement d'ouvrage et qui a été considéré comme un ouvrage à part entière. Voilà, on dit mais pourquoi ? En considération de sa conception, de son ampleur et de l'empreinte de ces éléments à la construction immobilière. Bien, de cet exemple, il illustre bien que le caractère, je dirais, plastique de la notion et la grande variabilité des critères qui sont combinés par le magistrat pour admettre la qualification d'ouvrage. Donc il convient de tenter un panorama qui est assez synthétique et par essence non exhaustif de la créativité quand même de certains juristes étant de rigueur, comme le souligne le contentieux qui serait important afférent à cette question et donc il est ici fait état. Voilà, tout simplement. Donc, on va commencer par le premier critère qui est la construction d'un ensemble qui comprendrait, comprenant une structure, un clos et un couvert. Bien, la Cour de cassation a admis que constituer un ouvrage, un ensemble comprenant une structure, un clos et un couvert, rejoignant ainsi les vœux de M. Spinetta. Ce qui avait stipulé dans son rapport M. Spinetta. Donc, elle a ainsi validé un arrêt de la Cour de Paris qui avait qualifié d'ouvrage la construction d'une véranda qui serait adossée à une façade d'un immeuble déjà existant, formant un ensemble composé d'une structure, d'un clos et d'un couvert. Bon. Validité d'un arrêt de la Cour de Rennes ayant admis que la qualification d'un ouvrage pour une serre, donc on prend une serre, constituant un bâtiment clos et couvert. Donc un bâtiment est bien sûr fondé. Donc c'est encore sur la base de ce qu'elle admet comme qualification d'ouvrage pour des travaux de rénovation, dès lors qu'il porte sur des parties de l'immeuble qui seraient existants pour finalité d'assurer le clos et couvert. Donc on prend un immeuble existant et on fait une extension de celui-ci et on en assure un clos couvert. Donc de ce fait, il y a une décennale, garantie décennale qui doit s'appliquer, il y a une obligation de la responsabilité décennale. Donc parce que c'est considéré comme ouvrage. Voilà. Donc selon moi, ce qui, je dirais, justifie les décisions qui retiennent la qualification d'ouvrage pour les travaux de rallement de façade ou de peinture qui tendent à l'étanchéisation de la façade du bâtiment, bien qu'un arrêt qui est inédit du 26 juin 2002 a cependant refusé à tort, toujours selon moi, l'application de ce critère pour un matériau enduit assurant la fonction d'isolant thermique. Bien. C'est encore ce qui a justifié la qualification d'ouvrage dans la célèbre affaire Grobost pour des travaux de construction
d'une toiture et d'une charpente sur des murs qui seraient préexistants. Donc on part déjà sur un état existant pour faire un projeté, et ce projeté était l'application, la conception d'une charpente et d'une toiture. Ou plus récemment, ce qui a conduit la Cour de Toulouse à retenir la qualification d'ouvrage pour des travaux consistant dans le traitement de poutres, et qui seraient des poutres structurelles voire porteuses, affectées par des insectes qui seraient xylophages par incorporation d'injecteurs ou par pulvérisation en surface. C'est ce qui conduit également la Cour de cassation à admettre que la qualification d'ouvrage pour les travaux ayant consisté en l'application d'un produit pour traiter en profondeur et protéger par un film autolavable des couvertures en amiante ciment, afin non seulement de leur donner une atteinte harmonieuse, mais également de contribuer à la protection durable de la toiture. Donc on a d'autres exemples. La qualification d'ouvrage a été admise en considération de la finalité des travaux, assurant le clos et couvert d'ouvrage, et travaux constituant dans la rénovation de façades intérieures, devant assurer l'étanchéité de l'ouvrage, je l'ai précité, dans l'étanchéisation d'un radier en béton, notamment d'un hôtel particulier, dans la réalisation complexe d'isolation et d'étanchéité sur un immeuble existant. Tout cela fait que on voit par ces illustrations que je viens de préciter ce qui est le caractère d'ouvrage dans l'ensemble comprenant une structure, voilà, structure et un clos et un couvert. Voilà, clos, couvert. Secondo, nous allons maintenant évoquer le critère pour l'ouvrage. Donc là, on a vu le critère de structurel et de clos couvert. Là, nous allons voir le critère d'immobilisation des travaux qui ont été réalisés. Donc, dépassant la seule notion d'édification d'un ouvrage, assurant le clos couvert. Donc, la Cour de cassation a encore admis que constituer un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil, les ouvrages immobilisés, c'est-à-dire ceux directement intégrés au sol ou encore qui seraient incorporés dans un ouvrage lui-même de nature immobilière et partant incorporé au sol. Donc, on va évoquer plusieurs illustrations. Donc, ce critère d'immobilisation a été utilisé pour qualifier d'ouvrage, au sens de l'article 1792, les ouvrages suivants. L'installation d'un chauffage central comprenant la pose d'une chaudière, d'une pompe à chaleur qui serait associée à une cuve de 20 mètres cubes, bien sûr, enterrée. La construction d'un caveau funéraire nécessairement incorporé dans le sol, voilà. La construction d'une piscine, la réalisation d'une cuve, elle enterrée, l'implantation d'un bungalow dès lors que celui-ci, que les habitations n'étaient pas posées, je veux dire, ces bungalows sur l'ensemble, sur un assemblage, je dirais, de bois posé sur le sol, mais qui seraient immobilisés par leur propre poids uniquement, mais bel et bien étant fixés sur des plots, sur des longrines en béton, par des plaques de fer, de telle sorte qu'ils ne pouvaient être ni déplacés ni transportés. Donc là, il serait reconnu comme un ouvrage. En revanche, la Cour de Limoges a souverainement estimé que la maison mobile livrée par camion était simplement posée sans travaux ni fondation, de sorte qu'il n'avait pas de construction d'ouvrage immobilier au sens de l'article 1792 et du code suivant
c'est souvent le code civil, pardon. Donc le 17, je reviens sur ce sujet, puisque M. Spinetta, lui, dans son rapport, avait stipulé tout ce qui était mobile aussi en termes de construction. Donc là, on voit bien que le caractère mobile n'y est plus. Bien, est considéré comme ouvrage la réalisation d'un silo, se présentant comme un ensemble très important et solidaire de pièces assemblées qui seraient élevées à partir du sol sur des fondations et rivées à celles-ci. Donc on imagine un silo posé sur fondation. Donc oui, bien sûr, c'est un ouvrage. Donc l'implantation d'une serre assiste ou je dirais posée quelque part, ou fondée, l'implantation d'une serre fondée, constituée d'un muret en béton, notamment armé, et qui serait monté de poteaux eux-mêmes, bien sûr fondés, du même matériau, voire c'était même de sature, dont le mode d'implantation aurait été une immobilisation par incorporation au sol sur de toute structure porteuse, tout simplement. L'implantation, bien sûr, hypothétiquement, d'un aquarium qui serait intransportable en raison de leur poids et de leur fragilité structurelle, ou encore la réalisation d'un aquarium-vivarium d'une superficie de 2488 m² hors œuvre, comprenant 120 bassins, viviers ou aquaterium, qui serait réalisé en verre, qui serait collé sur un plan sur des structures bien sûr métalliques qui étaient intransportables en raison de leur encombrement et de leur poids ainsi que de leur fragilité structurelle. Donc la condition d'un carrelage sous front de mer, dès lors que est rattaché au sol, celui-ci est rattaché au sol définitivement. Il y a une autre illustration qui s'agit de la construction d'un séchoir à bois réalisé sur des dalles béton constituant le sol par assemblage d'éléments en aluminium. Nous avons la construction d'un garage qui serait livré en kit, dès lors notamment qu'il n'est pas mobile et qui n'a pas de dimensions qui sont spécifiques. Nous avons l'édification d'un muret en poutre de chêne sur semelle de béton, ayant entièrement une fonction et un soutènement d'un mur de clôture ou d'un mur en béton armé de 25 mètres. Nous avons l'édification d'une enseigne lumineuse qui serait composée d'une superstructure constituée de 3 poteaux, voilà, métalliques, de 24 mètres de hauteur qui seraient liaisonnés entre eux par un plancher intermédiaire primo de 3 et de 21 mètres reliés entre eux par des échelles, des poteaux étant tenus en tête par 4 lisses tubes liaisonnés par des plinthes boulonnées servant à accrocher un panneau d'enseigne, le tout reposant bien sûr sur un socle de béton qui serait enfoui à 3,50 mètres en profondeur du sol. Nous avons la construction d'un auvent en structure métallique reposant sur des fondations en béton noyé dans le sol. Nous avons une construction de terrasse qui serait supérieure à 50 mètres carrés, qui serait constituée d'une dalle béton armée bien sûr, d'une épaisseur de 10 cm, de murets en briques et d'un escalier ainsi que d'une chape de 3 cm. Donc la construction d'un escalier intérieur qui construit bien sûr en béton armé et ancré dans des ouvrages d'ossature de bâtiments et de planchers, de manière peut-être un peu extensive. Donc la réalisation de boîtes aux lettres dès lors qu'elles ont été insérées dans des poteaux en béton. C'est encore la plus basse de ces cas de figure, donc c'est sur la base, je dirais, quelques cas de figure que la Cour de cassation a censuré d'un appel en ayant rejeté la qualification d'ouvrage pour un mur de clôture au motif qu'il ne s'agissait pas d'un élément clos
voilà, du bâtiment, sans rechercher si les clôtures ne constituaient pas en elles-mêmes un ouvrage. Donc l'aménagement d'un box sur l'emplacement d'un stationnement quelque part en sol ou d'un immeuble en copropriété dès lors qu'il avait été réalisé par montage de cloisons seulement scellé au sol, sans fondation, ce qui essuie l'application du critère d'immobilisation. Donc il n'y a pas de critère d'immobilisation sur le sujet. Donc à un abri de piscine qui serait composé de 9 portiques dont les pieds étaient équipés, je dirais, de roulettes, donc il n'y a pas de mobilisation, pouvant tourner et doté d'un frein lorsqu'il était hors de manœuvre. Donc ancré au sol, bien sûr par des ouvrants et des chandeaux qui seraient fixés au sol par des bracons, tout simplement rigides et fixés par des portiques et des pignons ancrage qui ont été réalisés sur des dalles simplement avec des sangles et des bracons fixés de manière précaire, tout sur un muret de clôture et un grillage dès lors qu'il avait, parce que l'abri ait été un élément repliable et mobile et qui ait été rattaché définitivement ni à la piscine ni au sol de la terrasse. Donc, tout ceci, ce critère d'immobilisation, enfin ces illustrations ont fait part à des voies pétroliennes légales, donc à des jurisprudences qui traitent le sujet de du critère d'immobilisation. Vous voyez que c'est assez plastique et qui c'est un peu du cas par cas. Donc nous allons maintenant évoquer les illustrations du second critère qui serait une incorporation d'un ouvrage lui-même immobilier. Donc l'incorporation dans un ouvrage immobilier. Donc nous avons vu, si vous préférez, le premier critère. Le premier critère, il s'agissait bien de la notion d'ouvrage. Le second critère, il s'agissait de la notion d'immobilisation de l'ouvrage. Donc nous avons un ouvrage, donc on sait ce qu'est un ouvrage. Est-ce qu'il est immobilisé? Est-ce qu'il n'est pas immobilisé? Donc nous avons la notion du critère d'immobilisation de l'ouvrage. Maintenant, nous allons évoquer la notion de critères, comment dire cela, non pas j'ai perdu ma page.